Somebody told us where we stand, and Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fairy and King Kong. They got caught in a cellular jam. Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran. Science fiction, double feature, Dr. X will build a creature. The androids fighting Brad and Janet, and Francis stars in Forbidden Planet. Wow. At the late night double feature picture show. I would like, if I may, to take you on a strange journey. Bienvenue dans un monde de démence et de plaisir absolu. Bienvenue dans cette nouvelle émission présentée par la fille au soufflet. Et pour ce premier numéro, chante, danse, mets tes baskets et ton plus beau porte-jartel, je t'emmène dans le laboratoire du docteur Frankenfurter. Aujourd'hui les amis, on parle du Rocky Horror Picture Show. I see you shiver with anticipation. Tout d'abord, vous me direz, mais qu'est-ce que c'est-il donc que le Rocky Horror Picture Show? C'est un film. Si, un film. Un des films les plus délicieusement what the fuckesques et délirants que tu verras dans ta vie. Et je te jure sur mon honneur de cinéphile que ce n'est pas un nanar. Et pourtant faut y aller parce que ce film plonge la tête la première dans le ridicule. Le Rocky Horror Picture Show, c'est un film ridicule? Oui, mais pas seulement. C'est un film qui a fait le bide le plus total à sa sortie en salle, mais est aujourd'hui devenu culte. Un véritable tour de force qui lui aura valu une place au soleil dans la culture cinéphile, dans la catégorie des Midnight Movies. Mais après tout, qu'est-ce qu'un Midnight Movie? Mais qu'est-ce que le café? Notre cher ami le fossoyeur de film t'expliquera ça beaucoup mieux que moi. Kikissi. Le Rocky Horror Picture Show est un film culte, américain sorti en 1975, réunissant au casting de grands noms tels que Tim Curry et Susan Sarandon, qui étaient à l'époque d'illustres inconnus puisqu'ils débutaient leur carrière. Si le film se veut comme étant une parodie des films de série B, il est pourtant adapté d'une comédie musicale londonienne créée par Richard O'Brien, qui joue ici Riff Raff, c'est lui là. On nous raconte l'histoire d'un couple fraîchement fiancé, Brad Majors et Janet Weiss. Brad Majors, this is my fiancée, Janet Weiss. Qu'une panne de voiture et un soir d'orage, tu le sens, le cliché, tu le sens, vont propulser dans un univers totalement à part et une aventure au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Ça donne déjà envie, hein? Et bah c'est pas tout, parce que si le film part d'un postulat qui pourrait paraître simpliste, il est servi par de purs dialogues. You're wet. Yes, it's raining. Du génie. Le film a également donné naissance à des airs encore dans toutes les têtes aujourd'hui. Ne me dites pas que vous n'avez jamais eu un pote qui s'est mis à gueuler en sortant de nulle part. It's just a jump to the left. With your hands on your hips. En général, c'est moi. Et ça, c'est que dans les 20 premières minutes du film. Ah, il y a du très très long. Alors pourquoi culte, comme je l'ai employé précédemment, alors que le film a fait un bide total à sa sortie? Tout simplement parce que...
mais aussi La créature de Frankenstein, Frankenstein. créée façon Teletubbies Bioman sans aucun surjeu. Marge Simpson pendant un Simpson Horror Show. Un putain de mec en slip doré. nous interrompons ce programme pour vous amener Cette course-poursuite. Des personnages introduits aux 3/4 du film et tués juste pour leur faire fermer leur gueule. Le rire de Susan Sarandon. Des dialogues percutants. Nous interrompons ce programme pour vous amener Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rook! Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rooker! Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rooker! De l'art moderne. Des aliens venus de la planète Transsexual, où tout le monde porte la mèche façon Titeuf et la coupe de la fiancée de Frankenstein. Frankenstein. Ce plan vachement bien fait. Le nom de ce bled qui ne porte pas du tout à jeu de mots. Voilà. Ouh. Ah, je vous ai dit qu'il y avait du lourd, mais je t'arrête tout de suite. Le Rocky Horror, ce n'est pas que, une suite de scènes toutes plus burlesques les unes que les autres, sans aucun sens ni aucun fond. Sur la jaquette du DVD, on parle du Rocky Horror Picture Show comme étant, je cite, un cauchemar érotique au-delà de toute mesure. Même si la trame générale semble être tout ce qu'il y a de plus basique, ce film est un véritable hymne à la sexualité. Ouais, on en est arrivé là dans mes vidéos. Mais surtout, ce que je trouve très impressionnant par rapport à l'époque à laquelle il est sorti, c'est qu'il propose une véritable ouverture d'esprit par rapport aux sexualités qui sont beaucoup moins représentées. Non, parce qu'on va pas se mentir, Frankenfurter, c'est clairement pas l'homme blanc hétéro cis typique que tu verras sur une chaîne de télé à une heure de grande écoute. Si on commence à rentrer dans une analyse un peu plus poussée, on peut se rendre compte que les thèmes de la sexualité et de l'amour sont abordés non seulement de manière variée tout au long du film, mais ce, dès la séquence d'ouverture. Petite explication. On va parler de la fameuse scène des lèvres, celle de Patricia Quinn qui joue Magenta dans le film. Tout le monde sait que le film s'ouvre sur la chanson Science Fiction Double Feature. On assume donc, en voyant des lèvres féminines apparaître, que c'est une femme qui chante, puisque la voix est relativement aiguë. Or, surprise bitch, la voix qu'on entend n'est pas du tout celle de Patricia Quinn qui prête ses lèvres à la séquence, mais celle de Richard O'Brien. Donc, dès l'ouverture, on choisit de nous déstabiliser pour nous plonger un peu plus dans l'ambiance totalement débridée du film. On sait à quoi s'attendre, et c'est tant mieux. J'ai pas encore parlé de ce qui m'intéressait, alors je vais passer très rapidement sur les autres thèmes du film, qui sont le premier amour, les premiers émois et l'adultère. Parce que pour moi, on peut très bien apprécier le film en passant totalement à côté de tout ça. Or, s'il y a bien une chose à côté de laquelle on ne peut justement pas passer, c'est bien que ce film est une ode à la différence et incite à la tolérance. Et ouais, cette émission devient sérieuse. Qu'est-ce que je veux dire par tolérance? Premièrement, j'entends déjà la sexualité totalement débridée des Transylvaniens. On a Patricia Quinn et Richard O'Brien qui jouent des frères et sœurs supposément incestueux. Ah, pas du tout, tu vas chercher tout ça. Before it was cool. On peut supposer que Magenta et Columbia ne font pas que se limer les ongles dans leur chambre. Et qui serions-nous sans parler de Frank? Le docteur Frankenfurter. Lui qui a décidé de se casser le cul à créer scientifiquement un pur objet sexuel et qui pourrait nous paraître totalement antipathique du début à la fin du film, mais qui, en fait, si on prête l'oreille, apporte au film l'une de ses chansons les plus engagées, et peut-être même la seule. Don't Dream It, Be It. Une chanson tout en sous-texte à propos de la transsexualité. Et bon Dieu, ce qu'il faut avoir une sacrée paire de couilles pour oser imposer ça à l'écran en 1975. Don't dream it. Be it. Tu m'étonnes qu'il soit devenu culte ce film. Le mec prend des putains de risques. Non, parce que quand même, faut y aller pour pondre un film où tout transpire le kitsch et arriver à faire passer des messages comme ça. Le message de tolérance et la critique de la société américaine est d'autant plus clair que dans le film, cette forme de sexualité est présentée comme une norme qui va venir chambouler tout le petit univers tout beau, tout propre et tout rose de Brad et Janet. Même si ce serait sûrement une mauvaise idée que de placer ce film en tant que porte-drapeau sérieux de la cause LGBTQ, à côté de tous les autres films sérieux qui traitent du sujet beaucoup mieux que ça. Notamment ceux de Xavier Dolan qui est un réalisateur merveilleux que je ne peux que vous conseiller. Alors, je vous ai parlé du pitch du film, de ses enjeux. Je vous ai pas encore parlé vraiment de sa réception et de comment le film vit aujourd'hui. Parce qu'il a bientôt 30 ans ce bébé. Troisième fois que je le dis, mais à sa sortie, le Rocky a totalement bidé. Tellement bidé
qu'il a été relayé aux projections de minuit, celles où les gens avaient le moins de chances de le voir. Et pourtant, grâce au bouche à oreille, ce sont les séances qui ont fait le plus d'entrées en salle. Le film a été tellement partagé que les gens ont commencé à venir costumés assister au film. Cette tradition du Midnight Movie continue encore aujourd'hui aux USA. Et non, rassurez-vous, si jamais vous voulez assister à une séance comme ça, vous n'avez pas à vous taper 12 heures de vol. Parce qu'on a ça aussi à Paris. Toi aussi joue avec le film en répondant aux personnages à coups de commentaires salaces, balance de l'eau dans la salle pendant les scènes de pluie, du riz pendant les scènes de mariage et fais claquer tes gants à latex en même temps que Tim Curry. Les amis, je vous présente le Studio Galand qui propose chaque vendredi et samedi soir des projections faisant vivre cette tradition du Midnight Movie à Paris. Et croyez-en mon expérience, ça vaut carrément le coup. Par contre, si t'es dans les premiers rangs, tu vas prendre cher. Alors sors tes couverts et... So I'll remove the cause. But not the symptom. Merci d'avoir regardé ce premier numéro de Cinéphile Facile. Je suis toujours la fille au soufflet. À la prochaine. You're lucky boy, 'cause today it's not my day. You're lucky boy, 'cause with you I'd like to play. You're lucky boy, I will let you go. What can tell me, don't expect a girl to come to blow.